Donc, bonjour à tous. Donc, merci de nous retrouver aujourd'hui sur cet événement en ligne qui s'appelle Apiculture et conscience, coopérer avec les abeilles et se relier au vivant. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anna Evans. Bonjour, Madame Evans. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous accorder du temps, en tout cas dans cette entrevue voilà, qui est relative à la communication intuitive et en quoi cette communication est utile à la relation éthique avec le monde animal et plus largement avec tout ce qui est vivant autour de nous. Et donc, je vous remercie d'abord d'avoir accepté mon invitation à cet événement. Et voilà, pour rapidement vous présenter, avant de vous laisser la parole, vous êtes auteur de nombreux livres sur la communication animale. Et en 1995, en fait, vous avez découvert des aptitudes à communiquer psychiquement avec les animaux. Et ça donnait lieu, quelques années plus tard, après des recherches personnelles, à créer un outil pédagogique que vous avez appelé la communication intuitive, en sachant qu'au départ, vous étiez vétérinaire et que vous avez exercé aussi en cabinet avant de lancer dans cette grande aventure de la communication intuitive qui vous a amené, je crois, dans différents pays avant de revenir, on va dire, en Europe et de pouvoir propager l'importance de ce lien qu'on a avec le vivant. Et donc, pour démarrer, pour nos auditrices et auditeurs qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez rapidement présenter peut-être les grandes étapes de votre parcours professionnel et qu'est-ce qui vous a amené finalement à découvrir cette communication intuitive et notamment à travers peut-être des expériences qui ont été déterminantes pour vous? Oui, je suis vétérinaire depuis 1982. J'ai fait mes études et j'ai un diplôme français. À la suite de quoi j'ai pratiqué et je me suis spécialisée dans d'autres pays, donc notamment aux États-Unis où j'ai fait des diplômes post-universitaires. Et puis en 80, voyons, je ne sais plus en quelle année, excusez-moi, j'ai une cliente qui m'a offert un livre qui s'appelle Des bêtes et des hommes. Enfin, c'était la version anglaise, la version américaine, par un auteur qui s'appelle Alan Boone, dans lequel il racontait qu'il avait réussi à recevoir des messages psychiques d'un chien dont il avait la garde. Cet ouvrage m'a beaucoup intriguée. J'étais vraiment loin de ce genre de pensée. Moi, je m'étais spécialisée en chirurgie orthopédique. Vous voyez, c'est pas du tout le même domaine. Et puis, ça m'a quand même tellement surprise et étonnée que j'ai décidé de tester les petits conseils qui étaient donnés dans ce livre. Et là, donc, je me suis aperçue qu'effectivement, il était possible de recevoir des messages dans un espace de pensée vide. Et donc, déjà, faire le vide dans sa tête, c'est pas facile. Enfin bon, j'avais déjà pratiqué la méditation, donc j'avais quelques petites bases et je me suis beaucoup entraînée parce que j'étais motivée. Et à ce moment-là, j'ai découvert que oui, j'avais pu recevoir un message d'un animal. Ça m'a beaucoup choquée, surprise. Et là, j'ai décidé d'explorer cette capacité qu'a le cerveau humain. Bon, je n'avais pas particulièrement de dons dans ce domaine. Je n'étais pas née avec cette aptitude qui était restée ouverte. Et donc, j'ai regardé ce que faisaient différentes personnes dans les peuples premiers. Enfin voilà, j'ai parlé avec des anthropologues, avec des scientifiques, avec toutes sortes de gens. Et là, je me suis rendu compte que oui, il existe bien une faculté, qu'on peut la développer. Évidemment, ça demande du travail. C'est comme jouer au piano, il faut pratiquer, il faut évoluer dans cette pratique. Et comme j'avais en plus de mon activité de vétérinaire une expérience et un grand intérêt pour l'enseignement et la transmission de savoir, eh bien, j'ai décidé de partager ce que j'avais compris de cette approche et je continue depuis à chercher comment améliorer cette transmission, comment améliorer la compréhension de cette faculté que nous avons. Voilà. Et est-ce que, voilà, au-delà de cette première communication avec cet animal, le chien, est-ce que vous avez peut-être plus tard eu des expériences un peu plus déterminantes, en tout cas qui ont confirmé finalement cette capacité et qui vous a amené à vraiment approfondir cette capacité d'être en lien avec le monde animal? Bon, dans mon activité de vétérinaire, j'étais en lien avec le monde animal tous les jours. Petits, grands animaux, j'ai travaillé avec les espèces sauvages aussi. Donc, ça, évidemment que cette approche m'a permis d'améliorer ma pratique quotidienne, par exemple
en expliquant à des animaux terrifiés ce que j'allais leur faire comme soin, ou bien, enfin bon voilà, avec mes propres animaux c'était un petit peu plus difficile, mais j'ai aussi, puisque nous sommes sur le sujet des abeilles, communiqué avec des ruches, avec des résultats très intéressants en essayant de comprendre ce dont elles souffraient. C'est tout un... C'est incroyable la diversité des informations qu'on peut recevoir de la part des animaux et aussi comment ils sont capables finalement de capter ce que nous émettons volontairement. Bon, nous émettons de toute façon toujours des vibrations énergétiques inconscientes, que ce soit notre état émotionnel, que ce soit notre énergie vitale ou des choses comme ça. Donc évidemment, notre environnement y répond, même si on ne peut pas forcément parler d'une conscience. Mais en tout cas, notre environnement y répond. Et quand il y a un effort de conscience de la part de l'être humain, il est possible d'avoir de l'autre côté aussi un effort conscient, ou en tout cas un intérêt qui correspond à une conscience et qui va générer des interactions. Donc les expériences déterminantes, pour moi, elles ont été multiples. Je ne sais pas si vous me demandez des expériences qui ont été validées par la confirmation comportementale. Je ne suis pas très sûre de votre question. Non, pas forcément. J'imagine que vous avez douté par rapport à, comme toute personne qui rentre en relation avec un domaine, finalement, avec des énergies subtiles ou avec un monde invisible. En tout cas, pour le peu que je connais des personnes qui découvrent ça pour la première fois, c'est assez déstabilisant. Et donc il y a toute une exploration à faire avant d'avoir une forme de certitude intérieure, comme quoi, oui, c'est validé intérieurement, même s'il n'y a pas forcément une validation extérieure. Il y a cette évidence intérieure qui est là à un moment donné. Alors, je doute toujours et je considère que le doute est un élément utile et nécessaire et que c'est dangereux de ne pas douter. Parce que, en fait, le psychisme humain est tellement complexe, il y a tellement de couches et d'intrications qu'il vaut mieux douter et ensuite chercher des moyens de vérifier par le comportement, l'observation comportementale ou par des connaissances qui sont établies par ailleurs, etc. Donc, évidemment, il faut avancer avec beaucoup de prudence, mais bon, maintenant, on sait bien que, avec toutes les recherches qui ont été faites sur le quantique, qu'il existe des choses qui ne sont pas dans du domaine du matériel et qu'il y a une intrication, qu'il y a une interférence, si on veut, entre le monde matériel et le monde subtil. Donc, finalement, la communication intuitive, quand je l'ai démarrée, on n'avait pas accès à tous ces éléments-là. Maintenant, ça devient quand même de plus en plus courant. Donc, ce que je conseillerais à quelqu'un qui doute, justement, ou qui s'interroge, c'est d'essayer. Parce que finalement, la seule validation qu'on peut avoir, c'est la confiance en son état intérieur, en ce qu'on a pu percevoir. Et puis ensuite, évidemment, il y a des validations comportementales, etc. Mais même avec ça, on peut se dire, oui, c'était le hasard. Oui. Donc, en fait, c'est à l'intérieur de soi qu'il y a ce changement de regard à ouvrir. C'est ça, c'est comme vous dites, c'est vraiment un changement de regard, en fait, de perspective, de grille de lecture qui est à envisager, en fait, vis-à-vis de tout ce qui nous entoure, finalement, plus largement que l'animal. C'est vraiment tout ce qui est vivant autour de nous et d'avoir cette grille de lecture qui est inclusive, finalement, plutôt que de se sentir séparé. On se sent complètement en, fait, en lien. Exactement. Alors moi, ce qui m'a aidé, il y a deux choses qui m'ont aidé. La première, c'est que j'ai une formation d'anthroposophe, donc on est déjà habitué, et d'homéopathe aussi. Donc là, dans ces domaines-là, on est déjà habitué à cet intérêt pour le monde subtil. Et puis la deuxième chose qui m'a aidé, c'est que j'ai fait un choix de femme peut-être, je ne sais pas. En tout cas, à l'époque, c'était ça, de ne pas rester de ne pas limiter mon univers au monde matériel, mais de m'intéresser au vivant au sens large. Et donc, dans ce sens-là, je dois dire que j'ai voulu que ma vie soit la plus riche possible et la plus intéressante possible. Donc, je n'ai pas voulu me limiter au monde matériel et je ne regrette pas du tout ce choix. Je trouve que ma vie est beaucoup plus intéressante en incluant justement cette grande diversité d'expériences qu'il est possible de vivre sur la Terre. Oui, tout à fait. Et donc, pour revenir un petit peu à la communication intuitive, en quoi
elle peut vraiment contribuer à une relation éthique avec le monde animal, selon vous? Il y a une chose déjà qui est très importante, c'est que l'animal n'est pas un objet. L'animal est un être vivant. Bon, maintenant, depuis 2015, c'est dans la loi française, mais enfin, les applications pratiques ne sont pas très nombreuses encore. Mais en tout cas, on prend l'animal comme un sujet dans la communication intuitive, un interlocuteur d'égal à égal. Alors évidemment, égal ne veut pas dire semblable, mais égal veut dire au même niveau. Et donc, que ce soit un escargot, que ce soit un animal compliqué comme un éléphant, par exemple, un animal sophistiqué qui a déjà tout un univers social, etc., et qui est beaucoup plus proche de nous, en fait, l'animal est un égal dans la communication intuitive. Et ce regard-là va évidemment modifier tous les comportements qu'on peut avoir envers lui. Rien que ça suffit. Oui, c'est à partir du moment où on est touché par la relation, en tout cas par l'intimité de la relation, il y a comme quelque chose intérieurement qui amène une transformation à l'extérieur dans la manifestation. Oui, c'est ça. Pour moi, sur la Terre, tous les êtres qui font leur expérience terrestre dans ce plan, sur cette planète merveilleuse, ce sont des êtres qui ont autant de droits d'être ici que nous et qui ont la proposition de partager dans cette diversité. Et donc, allons-y, essayons nous aussi. Tout à fait. Et donc, vous disiez que la communication intuitive, à travers notamment la pédagogie que vous avez mis en place, elle est accessible à tout le monde. Pour vous, quels sont les fondements, en tout cas les bases requises pour pouvoir accéder à cette communication, en tout cas à ce lien plus intime avec le vivant et à cette capacité de pouvoir justement être à l'écoute de ses besoins, parce qu'on parle de coopération dans ce sommet, en tout cas c'est un petit peu l'intention que j'ai, de coopérer avec les abeilles, donc c'est d'être à l'écoute de ses besoins et en quoi donc, comment finalement être à l'écoute des besoins d'un animal dans cette communication intuitive. Alors, je dirais que la première chose à faire, c'est de vouloir essayer d'une manière honnête, hein, et pas de se dire bon, j'essaye pour faire semblant, hein. Donc, une vraie ouverture d'esprit, je pense que ça, c'est une première condition et qu'elle est très importante et que tout le monde ne l'a pas. Parce que beaucoup de gens sont plus confortables en restant enfermés dans leurs croyances. Évidemment, on suit une route qui a déjà été tracée par nos ancêtres, etc. Et donc, on ne se fatigue pas, hein. Donc, l'ouverture sincère, la curiosité, voilà, quelque chose comme ça, c'est la première condition à mon avis. Ensuite, il y a une sorte de neutralité à avoir, de se dire, bon, je ne veux pas que ça marche et je ne veux pas non plus que ça ne marche pas. J'essaye et je verrai bien. Donc, cette neutralité est très importante. Et puis, pour moi, il y a une troisième caractéristique de la personne qui va pouvoir réussir en communication intuitive, c'est la bienveillance. Alors, la bienveillance envers soi-même, évidemment, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. On en est où on en est, on continue, on essaie encore, etc. Bon, la bienveillance, parfois, on l'appelle aussi l'amour, hein, c'est-à-dire c'est l'intérêt pour l'autre, c'est l'empathie, c'est l'altruisme, enfin, toutes ces grandes dimensions. De se dire, mais finalement, qui est autour de moi, qui partage mon expérience de vie, si je m'y intéressais, est-ce que ma vie ne serait pas plus intéressante, justement, plus riche? Donc, cette bienveillance-là, elle est un critère essentiel. Et je pense que pendant des années, je me suis intéressée plus à la technique, peut-être à cause de ma formation, peut-être parce que je voulais beaucoup partager. Et donc, je me disais, bon, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5 procédures, etc. Mais en fait, à la racine de tout ça, il y a de l'amour pour l'autre. Et s'il n'y a pas ça, ben, je crois que ça ne peut pas être juste une technique. Oui, et puis ensuite, une fois qu'on a ces 3 conditions, ben, bien sûr, il faut garder la tête froide, c'est-à-dire le doute, hein. Mais bon, ça va un petit peu dans le deuxième, c'est-à-dire la neutralité. Oui, après, c'est vrai que dans le milieu de l'apiculture, on est tous unis par la même passion, hein, celle de l'abeille, hein. Il y a quelque chose de particulier en fait qui unit, quelle que soit la forme que prend la pratique apicole, il y a vraiment cette passion là, qui est omniprésente quand on est touché par l'abeille. Et ensuite, en fait, elle nous quitte pas en quelque sorte. Par contre, la manière d'appréhender le lien avec l'abeille, et notamment à travers les substances qu'elle propose, il est vraiment très différent à travers le monde.
Et on en arrive évidemment, comme vous le savez peut-être, à des excès dans l'exploitation de l'abeille. Et du coup, ce que j'aimerais poser comme base, notamment à travers cet événement, c'est comment mettre en place une éthique apicole, une relation éthique, une relation qui respecte finalement l'abeille au sens large, indépendamment finalement de la passion commune et des techniques qui sont utilisées. Donc, est-ce que vous auriez, alors je ne sais pas si, je sais que vous avez peut-être travaillé avec les abeilles, donc est-ce qu'il y a des choses qui vous paraît peut-être essentielles à transmettre aux apiculteurs, apicultrices, mais pas que, en tout cas, parce que les abeilles sont un maillon important de la chaîne alimentaire. Hein, on se rend compte qu'à travers les médias, qu'elles ont un rôle essentiel. Et malgré ce, l'environnement est toujours aussi pollué. Il y a toujours autant de disparitions d'abeilles et d'insectes. Hein. Je crois que la masse des insectes a diminué de 40 ou 60% en quelques années. Et donc, il y a une préoccupation vraiment à ce niveau-là. Et donc, qu'est-ce que vous auriez envie de dire en tant qu'intermédiaire peut-être entre le monde animal et le monde des humains? Ben, beaucoup de choses. Bon, déjà, moi, j'ai 3 ruches, hein, donc je suis très touchée par la question. Je pense que pour pouvoir changer son comportement à titre individuel et à titre collectif, il est nécessaire de s'interroger sur le sens, c'est-à-dire de partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, mais vraiment de partir de ce qui fait sens pour nous, de ce qui a de l'importance, de ce qui compte. C'est ça le socle en fait. Pourquoi est-ce qu'on est en vie? Pourquoi est-ce qu'on récupère un essaim au lieu de passer à côté en s'y intéressant pas, etc. Donc ça, ce sont des grandes généralités, bien sûr, mais quel est le sens de notre relation avec les abeilles? Bien sûr, il y a le sens utilitaire qui est toujours la priorité de l'humain depuis l'époque de Cro-Magnon. On n'a pas changé beaucoup, malheureusement. L'évolution est très lente. Mais au-delà de cette utilité, il y a quelque chose de complètement merveilleux dans l'abeille. C'est-à-dire que c'est une créature, bon, je parle des abeilles domestiques parce que c'est celles qui nous préoccupent le plus, j'imagine, on parle à des apiculteurs ici, mais les abeilles sauvages sont aussi intéressantes, évidemment. Mais dans l'abeille, il y a quelque chose qui est, bon, je vais utiliser des mots banals, malheureusement, mais il n'y en a pas d'autres dans notre culture, dans notre vocabulaire. C'est un animal complètement solaire. Et c'est un animal qui vit dans une organisation merveilleuse. Personnellement, peut-être je peux parler de ce qui fait sens pour moi plutôt que de donner un message général. Moi, quand j'ai besoin de me recaler dans ma vie, quand j'ai besoin alors si je parle en énergétique, c'est de réorganiser mes chakras, de réaligner mes chakras, mais quand j'ai besoin de retrouver finalement le contact avec ce qui est magique dans la vie, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'asseoir devant mes ruches et je laisse les abeilles me tourner autour, voilà, jusqu'à ce qu'on soit complètement à nouveau réunifiés. Alors évidemment, cette dimension-là qui est quelque chose d'infiniment subtil, c'est très compliqué de le mettre en mots pour que ça soit compris par des gens qui ne le vivent pas. Pour moi, c'est une expérience à vivre. C'est-à-dire que ça m'est arrivé d'amener des gens mettre leur oreille contre une ruche et écouter ce bourdonnement. Et ça, c'est un son qui guérit. Donc, je suppose que d'autres personnes vont parler de l'aspect guérisseur de l'abeille. Mais je crois qu'il faut l'expérimenter. Et pour ça, il faut dépasser la peur. Et ça, c'est notre grand problème d'être humain. La peur, c'est l'antidote de l'amour. Et on va dire plutôt que l'amour est l'antidote de la peur. Il y a un moment dans la vie où on doit faire le choix et c'est un choix à refaire tous les jours. Bien sûr qu'on a peur, bien sûr que moi aussi j'ai des peurs, mais il y a un moment où on se dit, bon, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je vais quand même à la rencontre de ce qui me fait peur pour le transformer? Et je pense que l'abeille, c'est un archétype de ça. C'est un animal qui a choisi l'unité au point que l'individu n'a plus qu'une importance secondaire. Et moi, quand je pense à ces reines qui passent leur vie à pondre pour que la ruche vive, je trouve ça complètement incroyable. Je trouve que c'est quelque chose que l'être humain
pourrait utiliser comme modèle. Maintenant, si je regarde le message d'une abeille ou d'une ruche vers l'être humain, eh bien moi, je reçois simplement une grande lumière de soleil, quelque chose qui est très, très chaleureux, quelque chose dans lequel on peut se baigner et pouvoir recevoir une transformation qui est d'un autre ordre, qui n'est pas de l'ordre de la Terre, qui est quelque chose de beaucoup plus... j'allais dire beaucoup plus subtil, beaucoup plus raffiné. C'est comme un bain de soleil, mais à la puissance 10 000. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui est incroyable à vivre. Mais quand on veut vivre ça, il faut se dire, déjà, j'arrête d'avoir peur. Je m'approche d'une ruche, j'ose toucher une abeille pour la caresser, j'ose me mettre à côté et écouter ce bourdonnement magnifique. Donc, quand on passe déjà cette étape-là, c'est pas mal, hein, parce qu'on reçoit la vibration, on reçoit la transformation, et puis petit à petit, ça nous transforme. Il n'y a pas forcément besoin de mettre des grands mots. Ce qui est important, c'est de vivre l'expérience. Et donc, je crois que si les apiculteurs, pour peut-être leur donner un message d'apicultrice amateur à des vrais apiculteurs professionnels, je crois que si on passe du temps à regarder qu'est-ce que c'est cette passion en nous, et si on lui donne de la valeur en se disant, mais là, je contribue à une chaîne millénaire, multimillénaire, de protéger et d'accompagner cet animal pour qu'il puisse faire une expérience différente de celle des abeilles sauvages qui sont quand même beaucoup plus exposées, etc. Si je passe du temps à contempler ce rucher que j'ai, si je passe du temps à leur partager mon amour. Moi, ça m'arrive de chanter devant mes ruches. Je vais là et j'aime beaucoup le chant et je chante et j'observe comment elles réagissent, qu'est-ce que ça fait. Tout simplement, c'est ma façon de leur dire que je les aime. Alors peut-être que ça va paraître complètement poétique ou complètement déjanté pour ne pas utiliser le mot, mais je pense qu'un apiculteur pourrait être tellement plus heureux s'il ne voyait pas que la productivité, surtout qu'aujourd'hui la productivité des abeilles, c'est pas formidable, mais s'il voyait cet aspect-là et pouvait s'en inspirer pour sa vie, pouvait le partager. Alors, je sais que les apiculteurs sont des gens qui sont très autonomes, mais c'est beau de pouvoir partager ces choses-là. Oui, voilà. Je vous rejoins complètement dans cette intimité qui est possible avec l'abeille, et il y a beaucoup de personnes qui témoignent, notamment dans cet événement, sur cette capacité qu'ils ont d'être en relation directe avec l'abeille sans aucune protection, de se mettre dans un état particulier avant de rentrer dans le rucher, d'ouvrir des ruches. Et donc, tous ces éléments concourent à une forme de respect, en fait, de rentrer en relation, comme quand on rentre chez quelqu'un, on ne va pas rentrer en fracassant la porte, on va dire bonjour, on va se comporter avec empathie, et il y a beaucoup de personnes qui le pratiquent. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Et en même temps, il y a quand même aussi une pratique apicole. Quand l'économie s'immisce en fait dans la pratique apicole, on voit que là, il y a tous les excès qui sont possibles, où l'abeille n'est plus finalement respectée comme un être vivant, mais exploitée comme un objet qui peut rapporter. Et du coup, l'abeille est confrontée à des défis très importants entre l'environnement qui s'est dégradé, entre des prédateurs multiples qui sont là. Et se pose la question, en tout cas certains apiculteurs se posent la question sur le fait de la réintroduire finalement dans son milieu sauvage comme autrefois, en milieu sylvestre. Et d'autres considèrent que les défis auxquels elle est confrontée aujourd'hui nécessitent la place de l'homme en tant que soutien pour lui permettre de traverser ces moments-là. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à ces approches ? Je crois qu'il faut que chacun essaie ce qu'il a dans le cœur, parce que finalement, c'est là que ça a des chances de réussir. Si on n'y croit pas, si on fait quelque chose parce que quelqu'un vous dit ou votre société apicole vous conseille ça, ça me paraît pas le meilleur moyen. Il faut vraiment y mettre tout son cœur. Et donc, s'il y en a qui pensent que c'est mieux de les relancer
dans le monde sauvage, ben pourquoi pas. D'autres qui préfèrent les installer dans un bois pour pouvoir quand même s'en occuper, etc. Je crois qu'on n'a pas la réponse pour aujourd'hui. Je pense que ceux qui voudraient, apiculteurs ou non, s'investir pour l'abeille parce qu'ils comprennent qu'ils ont perçu, qu'ils ont fait l'expérience, parce que comprendre avec la tête, ça ne suffit pas, à mon avis, il faut vraiment le vivre, de ce bain de lumière subtile et d'ordre angélique, je dirais, hein, je n'ai pas peur du mot, eh bien, ces personnes qui ont fait cette expérience-là, ensuite vont pouvoir écouter leur cœur et finalement, c'est dans le lien que la chose va pouvoir peut-être évoluer. Et puis, aussi ceux qui n'ont pas d'abeilles dont ils ont la responsabilité et donc qui n'ont pas à faire ce choix, peuvent s'investir dans des pétitions, dans ne pas utiliser de produits chimiques chez soi, en parler autour de soi. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Mais bon, de toute façon, les personnes, enfin les grands utilisateurs de glyphosate et autres, je pense qu'on pourra leur permettre de changer de regard que quand la société humaine, c'est-à-dire la grande masse, sera changée. Et ça, eh bien voilà, moi je contribue à ceux qui font ce travail de fourmi d'une personne à l'autre et d'une année à l'autre. Mais c'est un travail de longue haleine. Alors après, qui va gagner, on verra bien. Oui, donc ce que vous dites, c'est vraiment, ça passe par une transformation intérieure, en fait, d'une écoute suffisamment empathique et fine de cette relation qu'on a avec l'abeille qui amène une transformation. C'est ça. Et finalement, au-delà des messages qu'elle pourrait nous transmettre, en fait, déjà, c'est un message finalement, même s'il est inconscient, on va dire, je vais utiliser ce mot-là, inconscient, il y a quand même quelque chose qui se passe finalement dans cette interaction, même si finalement la personne, dans ce que vous appelez la communication intuitive, ne reçoit pas forcément des messages en tant que tel. Alors, on peut recevoir dans une communication intuitive un message qui sera facile à traduire en phrases, en mots humains, mais on peut aussi recevoir une vibration qui nous transforme sans que ça soit forcément traduisible en mots humains. Tout est possible en fait. Si on pose une question, on a plus de chances d'avoir, une question avec des mots, donc une organisation mentale, on a plus de chances d'avoir de l'information dans ce sens-là. Moi, par exemple, j'avais placé des ruches sur une faille géologique. Bon, je sentais j'observais sur ma planche d'envol que c'était pas tout à fait comme avant. Et en fait, j'ai perçu l'information en communication intuitive quand je leur ai demandé ce qu'elles avaient, ce qui se passait, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai perçu une information de faiblesse, en fait, de mollesse. Donc, je peux le mettre en mots. Hein. C'était, c'est ça. C'était pas, il n'y avait pas le même dynamisme dans la ruche. Je l'ai fait confirmer par quelqu'un qui utilise la kinésiologie et la lithothérapie pour savoir un petit peu si je me trompais. Et puis ensuite, eh bien, on a pris des dispositions. Donc, dans un cas comme ça, on peut avoir des informations tout à fait précises. Hein. On peut savoir, moi je ne sais pas si la reine est en forme, s'il y a un problème d'équilibre dans les abeilles, pourquoi elles ne reviennent pas au rucher, etc. C'est possible. Mais après, on peut avoir des informations qui vont nous transformer plus personnellement, plus profondément. D'accord. Et donc finalement, j'ai répondu à votre question. Oui, oui, bien sûr, merci. Et du coup, c'est quelque chose qui touche, en fait, selon chacun a une sensibilité différente. Et la manière dont on va recevoir le message peut être soit une sensation, soit quelque chose qui peut être traduit avec des mots, mais qui va donner finalement une action qui va concourir quelque part à une action juste dans le contexte qui est juste là. C'est ça, on peut avoir soit de l'information qui va avoir une application logistique, pratique, etc. Ou bien on peut avoir une information qui va être peut-être plus profonde et qui va agir non pas en influençant nos actions ou en guidant nos actions, mais qui peut agir sur qui nous sommes. Oui, je vois bien, oui. C'est pas le même plan, en fait. Oui, c'est pas le même plan, tout à fait. Et tout à l'heure, vous parliez que l'abeille symbolisait l'unité avec cette lumière solaire et cette dimension solaire en fait qu'elle représentait.
Donc c'était un message plus que symbolique, on va dire, même si à travers les traditions et l'histoire symbolique de l'abeille, on voit bien qu'elle véhicule un certain nombre de valeurs profondes chez l'être humain et au-delà. Face aux défis auxquels est confrontée l'abeille au sens large, est-ce qu'il y a un message particulier au-delà de ce qu'elle représente, qu'elle pourrait nous transmettre en tant qu'humain dans les défis dans lesquels elle est confrontée actuellement, parce qu'elle est quand même mal en point, comme un animal qui est finalement malade collectivement? Eh bien, ce que j'ai perçu dans ce domaine-là, c'est que le message des abeilles, c'est de nous transmettre cette vibration lumineuse, c'est-à-dire de nous transporter dans cette dimension, de nous la faire expérimenter. Je ne sais pas si c'est vraiment une dimension angélique, hein. J'ai utilisé ce mot tout à l'heure. C'est peut-être pas tout à fait ça, mais je ne sais pas vraiment à quoi elle référait. En tout cas, ça, c'est peut-être leur espoir de nous faire percevoir ça, parce que quand on est là-dedans, on ne peut plus agir de manière égoïste, ou on ne peut plus, ça nous transforme. Voilà. Après, s'il y a quelque chose que les abeilles ont envie de transmettre par rapport à leur situation désespérée, eh bien, c'est qu'elles vont continuer dans leur unité, elles vont continuer à agir comme elles l'ont toujours fait, comme elles le savent le faire d'une façon si parfaite. Elles vont continuer jusqu'à la dernière ruche peut-être. En tout cas, tant qu'il y a une communauté suffisamment importante pour pouvoir avoir toutes les étapes de ce qui est nécessaire pour faire vivre une ruche, jusqu'à la dernière, elles vont faire ça. Ça, on va dire, il n'y aura pas de déviation. C'est à nous de changer, si on veut, si on peut. Oui, tout à fait. Évidemment, par rapport au message des abeilles, ça ne peut être qu'un changement collectif. Et ben, vous savez aussi que l'abeille domestique, en tout cas, est confrontée à un acarien qui s'appelle le varroa. Oui. Et donc, dans cette cohabitation, quel est le regard que vous portez sur cette présence de varroa qui est considérée comme un des fléaux de l'apiculture et pour lequel il faut lutter? Et d'autres considèrent que, comme à l'origine en Asie, où il y avait une cohabitation entre cet acarien et l'abeille de là-bas, voilà, quelle approche serait éthique vis-à-vis de la présence de cet acarien? Est-ce que c'est un danger pour l'abeille ou c'est permettre à l'abeille de trouver ses propres mécanismes d'adaptation face à cet acarien qui, au départ, n'était pas présent, en tout cas chez nous? Alors ça, c'est la grande question du parasitisme, en fait. Il y a des individus qui vivent aux dépens des autres. C'est comme ça. Ce sont les équilibres naturels. Et donc, en fait, si on veut protéger les abeilles, il faut renforcer leur vitalité et ensuite faire confiance au fait qu'elles vont se débrouiller avec le parasite. Mais comment renforcer la vitalité d'un être qui est agressé de partout? C'est très compliqué. Parce que bien sûr, dans chaque ruche, il y a un petit peu d'organophosphorés, dans chaque ruche, il y a des problématiques XY. Donc, il faudrait presque prendre les ruches au cas par cas et voir quelle est la solution qui leur convient. Ça, c'est dans un monde idéal. Ensuite, évidemment, en pratique, il y a des solutions naturelles, il y a des solutions chimiques. Enfin, tout le monde sait ça. Il y a de la gestion de la ruche. Mais le grand principe, il est que le parasite signale, n'est qu'un révélateur de la faiblesse ou de l'affaiblissement de l'organisation de la ruche. C'est la même chose pour tous les parasites, les puces sur les chiens, les vers intestinaux chez les chatons, etc. Il faut renforcer la vitalité. Ça, c'est un principe général. Et c'est vrai que j'en discutais avec un autre vétérinaire qui s'appelle Gilles Grosmont, qui travaille aussi sur les abeilles, et c'est vrai qu'il va dans ce sens de soutenir la vitalité, voilà, et notamment même en incluant des produits organiques pour lutter contre varroa, par exemple, pour soutenir cette vitalité, ou d'apporter des compléments alimentaires ou oligo-éléments, par exemple. Bien sûr. Et puis il y a cette approche-là, et puis il y a une autre approche qui consiste aussi, et certains le voudraient,
c'est de réintroduire finalement, ne plus rien faire sur l'abeille, de lui laisser finalement, même en acceptant des pertes importantes, de permettre finalement la sélection naturelle s'opérer et permettre aux individus qui résistent de pouvoir ensuite être capables de s'adapter, voilà, en jouant sur à la fois l'épigénétique et la génétique. Et donc, ça veut dire accepter la mort. Et donc, c'est une approche un peu radicale, mais certains voient les choses un petit peu comme ça, entre l'influence de l'homme pour soutenir la vitalité ou laisser faire l'animal et lui permettre de trouver ses propres ressources. Oui, alors ça, c'est sûr que si on n'avait pas tous les polluants environnementaux et si les animaux avaient des ressources alimentaires suffisantes, je dirais, pour répondre à tous leurs besoins, ça serait la solution logique. Mais malheureusement, on est dans un monde qui a quand même été largement écarté de cette solution. Donc peut-être que cette solution marcherait, mais je la trouve risquée. C'est vrai qu'elle est risquée puisque les témoignages montrent que des apiculteurs ont fait le choix, par exemple, de ne plus traiter contre le varroa, ont perdu 90% de leurs ruches et les 10% en fait sont en effet capables de s'adapter à l'acarien avec une production aussi qui est beaucoup moindre. C'est comme si nos pratiques apicoles ont poussé finalement l'abeille à s'adapter à nos pratiques, mais qu'en les laissant à l'état naturel, finalement, elle redéveloppe finalement un instinct qui était le sien à la base, mais qui n'est pas un instinct de productivité. Il faut savoir ce qu'on veut. Il ne faut quand même pas leur demander de mettre leur énergie à lutter contre les parasites, plus à produire. C'est quand même un petit peu abusif. Là, c'est encore une fois la dureté de l'être humain qui s'exprime. Ce sont des animaux qui ont depuis des millénaires quand même collaboré avec l'humain. Alors pourquoi est-ce que tout d'un coup on serait aussi rigide et aussi exigeant avec eux? Oui, mais c'est vrai qu'on a des pratiques et on le voit dans certains pays, moins en Europe, mais dans certains pays où il y a une apiculture extrêmement intensive où l'abeille est vraiment très maltraitée. Maltraitante, il faut dire le mot. Ah oui, bien tout à sûr. fait. Donc quelque part, il y a un déséquilibre. Là, il y a quelque chose qui peut-être même au niveau karmique fera que les apiculteurs, comment dire, n'auront pas joué leur rôle d'une façon digne. Parce que j'imagine bien que les gens qui sont partisans de cette discipline de laisser les abeilles se débrouiller et de voir celles qui survivent, ces gens-là, ils veulent bien faire pour les abeilles en se disant, bon, ensuite, elles vont faire des reines qui seront résistantes, etc. Mais non, je trouve que c'est trop… bon, alors… en disant ça, je me vois dans une discussion de parents entre la mère qui dit mais enfin quand même cet enfant il faut le protéger et le père qui dit mais laisse-le faire ses expériences, il va bien survivre. Donc voilà, je suis là-dedans en m'écoutant parler, je vois ça. Mais enfin, je garde mon attitude quand même. Je pense que c'est un peu trop demandé aux abeilles. Aujourd'hui, où nous avons modifié leur monde naturel d'une façon si importante, parce que les animaux ne peuvent pas s'adapter. Bien sûr, l'épigénétique, c'est bien, c'est un espoir, mais ce n'est pas une certitude que ça marchera. Et puis, en plus, ça se modifie, une constante génétique, ça se modifie lentement par rapport au changement de l'environnement. Donc, je pense que là, c'est trop demandé, oui. Oui, c'est trop demandé. Donc là, vous êtes plutôt sur une coopération, un soutien de l'abeille, notamment au niveau alimentaire, si c'est nécessaire, au niveau lutte avec des produits le plus doux possible pour apaiser la pression varroa, par exemple, dans les colonies. Vous êtes plus pour finalement une gestion raisonnée, si on peut appeler ça gestion, mais en tout cas une approche raisonnée de l'ensemble des maux qui concernent la colonie abeille, comme un animal à part entière. Oui, je pense qu'il faut être à l'écoute parce que quand on a des abeilles, on est responsable de certaines formes de vie et ces formes de vie, elles dépendent de nous depuis très longtemps. Donc, ma foi, il faut assumer. Oui, vous parliez tout à l'heure de karma et de responsabilité en fait à l'égard de cet être abeille avec sa dimension que vous avez évoquée tout à l'heure d'unité et de lumière et de son aspect guérisseur aussi pour ceux qui
qui, voilà, qui souhaitent finalement rentrer en communion avec cette dimension-là. Et donc, par là même, donc, on a une très grande responsabilité vis-à-vis des animaux et notamment des abeilles. Ben, l'éthique, c'est basé sur la notion de responsabilité. Hein. Qu'est-ce que je choisis? Comment est-ce que je fais de mon mieux? Et évidemment, on n'a pas de solution toute faite, mais il y a un moment où on doit faire des choix concrets. Et moi, mes choix concrets, ce sont les choix du prendre soin. Et prendre soin des abeilles, ça inclut voilà, les pratiques de base que vous connaissez en apiculture à l'égard voilà, des besoins alimentaires, des besoins de soins quand il y a des pathologies, des choses comme ça? Exactement. Mais bon, moi, je n'ai pas eu besoin de soigner mes ruches avec des produits chimiques pour l'instant. Mais bon, si ça arrivait parce qu'il y avait une catastrophe, eh bien, je le ferais. Je n'ai rien contre. Mais je pense que c'est quand même une solution extrême et que le mieux, c'est l'observation, l'écoute. Si on connaît la communication intuitive, on peut faire une écoute régulière. Et puis ensuite, des solutions douces, oui, bien sûr. Et voilà, donc vous avez parlé des messages des abeilles vis-à-vis de, voilà, vis-à-vis de ce qu'elles représentent, des défis auxquels elles sont confrontées. Est-ce que vous avez voilà, peut-être un message plus collectif à nous transmettre à celles et ceux qui nous écoutent vis-à-vis de l'apiculture ou vis-à-vis d'autres sujets? Je sais que moi j'avais été très touché, et je vous en parlais tout à l'heure en introduction, sur l'intervention que vous avez faite en 2012 avec Stéphane Alix à l'INRES, qui était un institut de la recherche des expériences extraordinaires. Vous parliez notamment des messages que vous avez transmis relatifs à la situation des baleines grises au Japon ou des éléphants en Afrique. Alors, bien sûr, c'est des messages qui sont des cris d'alarme en quelque sorte. Et j'ose dire que même dans les abeilles, qui sont un rayon vraiment très important de la chaîne alimentaire pour nous les humains, il y a une forme aussi de cri d'alarme en fait que j'aimerais poser aussi, au même titre que les baleines et toutes les espèces en voie de disparition. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ces cris d'alarme de certains animaux qui s'expriment à l'égard des humains? Oui, c'était en 2019 cette interview et je crois que ça avait quand même pas mal surpris Stéphane Alix. Mais bon, ceci dit, pour les abeilles, moi, je n'ai pas perçu de cri d'alarme. C'est-à-dire que je perçois cette invitation à rejoindre une harmonie parfaite, un modèle d'harmonie qui est multimillénaire. Les insectes, pour moi, ce sont des animaux qui ont beaucoup de contacts avec des dimensions non terrestres. Je ne sais pas exactement si leur contact ou si leur énergie est liée à notre système solaire ou si elle est liée à d'autres espaces plus lointains. Je n'ai jamais exploré ça, mais en tout cas, c'est évident que leur expérience terrestre, ils sont au clair avec le fait qu'elle est pas, elle est temporaire. Donc, les abeilles nous invitent à cette reliance avec une harmonie intérieure qui est extraordinaire, qui est puissante et qui est vraiment source de plénitude. Je pense que c'est peut-être pas leur tasse de thé de nous lancer une alerte, parce qu'elles sont tellement investies là-dedans, elles habitent tellement cette dimension-là que finalement l'alerte, ça les touche pas. Il y a des animaux qui sont peut-être plus intéressés au sort de l'être humain, puisque le cri d'alarme, c'est quand même nous qui sommes le plus en danger. Hein, on est une espèce assez fragile quand même. Il y a des espèces qui sont peut-être plus touchées par le sort de l'être humain ou par voilà, ce qui se passe dans l'environnement. Les insectes sont beaucoup plus détachés, on va dire, de ce qui se passe ici. Même si, évidemment, ils ont un grand pouvoir sur ce qui se passe sur la Terre et notamment sur la fertilité, donc l'alimentation et la survie de notre espèce. Oui. Oui, vous disiez que c'était temporaire et en même temps, on voit bien que l'abeille existe depuis des millions d'années. Donc, oui, elle a quand même, je ne sais pas si elle a évolué, en tout cas, les insectes ont coévolué pendant tous ces millions d'années pour, voilà, ils ont
contribué à la diversité florale. En tout cas, il y a une coévolution du milieu floral et des insectes, et des abeilles en particulier pour tout ce qui est la pollinisation. Mais on constate qu'il y a quand même une forte dégradation de l'environnement, avec les abeilles sauvages qui disparaissent, les abeilles domestiques qui sont mises à mal. Et c'est vrai que moi, je le voyais comme étant une alerte, en fait, vis-à-vis de la situation, notamment alimentaire. Ben, c'est clair que, alors quand je disais tout à l'heure que les abeilles sont d'ici d'une manière temporaire, je ne voulais pas dire qu'elles sont sur la Terre de manière temporaire. Évidemment, les insectes étaient là avant les mammifères et il y a très très longtemps. Hein. Donc non, ce que je voulais dire, c'est que leur conscience collective est très reliée à d'autres plans que celui de la Terre. Vous savez, quand on est un être humain, on doute sur ce qui va se passer après la mort, etc. Après notre mort individuelle, la mort des êtres qu'on aime, etc. Mais quand on est une abeille, on n'a pas de souci de ça, parce qu'on est tellement relié à d'autres plans de conscience que ça, finalement, ça n'a pas tellement d'importance, ça n'a pas tellement de poids par rapport au quotidien. Alors que nous, les êtres humains, dans le quotidien, ben on est tout le temps en train de penser à la mort d'une façon ou d'une autre, en se disant, bon, c'est la dernière fois que je viens là, c'est la fin de l'été, c'est la dernière fois que je vais à la plage, etc. Les dernières fois, c'est des morts. Hein. Pour les abeilles, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout comme ça que les abeilles fonctionnent. Les abeilles, elles sont reliées à autre chose qui n'est pas sur la Terre, tout le temps, à chaque seconde. Elles sont reliées dans leur conscience. C'est pour ça que je disais que leur conscience de la temporalité n'est pas du tout la même que nous. Mais évidemment, les insectes existent sur la Terre depuis bien avant que les mammifères soient arrivés. Oui, je comprends bien maintenant cette nuance, et merci de l'avoir précisé. Et en effet, la notion de mort, en fait, n'est pas, elles n'ont pas le même regard sur la mort en tant que telle. Notamment, comme vous le disiez en introduction, on parle souvent des abeilles, mais c'est plutôt la science parle de super-organismes. En tout cas, on parle d'une unité colonie, et c'est l'unité colonie, en fait, qui a un sens, et pas l'abeille individuellement. Mais cette notion d'unité chez les abeilles, elle va même au-delà de la colonie, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'il y a, contrairement à d'autres espèces, une conscience planétaire de ce qu'est une abeille, c'est-à-dire que les abeilles d'Asie et les abeilles d'Afrique et les abeilles d'Europe et d'Amérique se rejoignent dans une espèce d'unité globale. Et que cette unité globale, elle n'est pas déconnectée d'autres plans de réalité ou d'autres espaces qui ne sont pas terrestres. Et à mon avis, elles ne sont même pas dans le système solaire. Donc c'est pourquoi vous insistiez sur le fait que finalement, c'est plus nous qui avons à gagner d'être en contact avec les abeilles, plutôt que les abeilles elles-mêmes puissent disparaître finalement, parce qu'elles, finalement, ça leur importe peu à l'échelle finalement de la représentation qu'on a de la mort ou de la vie. Et que, en fait, c'est vraiment une opportunité qu'on a d'être en contact avec elles, et d'où la responsabilité en tant qu'apiculteurs, puisque nous sommes des gardiens d'abeilles, en quelque sorte, ou des bergers d'abeilles, comme on les appelait avant, et que le fait d'être en contact avec elles, c'est un privilège, en fait, qu'elles nous accordent de pouvoir accéder à cette forme de reliance ou d'unité, au-delà de la séparation qu'on a l'habitude de percevoir dans notre monde. C'est ça. Je pense que peut-être la production de miel, bon, c'est une chose importante parce que le miel est un aliment tellement merveilleux. Mais au-delà de la production de miel, peut-être que les apiculteurs, ou effectivement ces bergers d'abeilles, je ne connaissais pas l'expression, mais je la trouve tellement juste, pourraient consacrer leur temps à faire expérimenter les abeilles au commun des mortels. Et ça serait un truc vraiment merveilleux. C'est vraiment étonnant que vous parliez de ça, parce que c'est exactement le projet que j'ai à très court terme, de permettre justement à toutes les personnes qui aimeraient rentrer en relation avec l'abeille de découvrir d'une part sensoriellement, en fait, le monde des abeilles à travers les 5 sens, donc dans cette écoute dont vous parlez, et ensuite d'être confronté justement à la notion de peur, hein, puisque l'abeille représente finalement, à travers son dard et la piqûre, un risque de mort potentiel, même si elle n'est pas réelle, mais en tout cas elle est imaginaire. Et donc l'idée que j'avais vraiment, c'est de mettre en place un espace qui permette de découvrir à la fois cet univers sensoriel,
mais aussi permettre à chacun d'être appréhendé et de découvrir ce que c'est que la peur, de la traverser et ensuite de leur permettre d'être en contact vraiment sans protection avec les abeilles pour découvrir cet univers et de découvrir finalement qu'est-ce qui est dans cette intimité, qu'est-ce qui peut être transformateur par cette rencontre. Ben, c'est un très beau projet et c'est sûr que peut-être même au niveau financier, ça serait plus intéressant pour les apiculteurs, je ne sais pas. En tout cas, ça serait un projet dans la société qui aurait une place importante parce que toutes les personnes qui n'ont pas l'occasion, qui n'ont pas la chance, oui, de côtoyer des ruches, auraient ainsi une opportunité de se transformer de manière importante, de manière puissante, parce que ce sont des transformateurs puissants. Et ben, du coup, vous allez m'encourager à concrétiser tout ça. Oui, et peut-être même qu'à ce moment-là, les personnes qui pratiquent un petit peu de communication animale pourraient recevoir des messages personnels parce que même si ce sont des animaux qui ont une conscience collective, ils sont capables de s'intéresser à un individu et d'avoir des comportements différents selon les individus. Et donc, je crois qu'il y aurait vraiment beaucoup à gagner à aller à la rencontre de ces consciences-là, qui sont quand même lointaines hein, par rapport à celles d'un être humain, mais tout à fait accessible. Tout à fait accessible. Donc, vraiment, c'est une belle idée que vous avez et j'espère que c'est elle est mise sur le papier et elle est prévue normalement au printemps prochain dans un lieu vraiment adapté à ce type de rencontre intime, on va dire, avec le vivant. C'est ça. Ouais, je vous laisse la parole. Non, je disais, et ça pourrait être très beau que ces personnes qui font cette expérience puissent en même temps faire l'expérience de la communication pour avoir à la fois l'expérience sensorielle externe et l'expérience intérieure. Mais enfin, bon, voilà. D'accord. Et du coup, ça me donne, à titre personnel, ça me donnerait envie d'aller suivre un de vos stages. Est-ce que vous parliez un petit peu de ce que vous proposez justement pour accéder à cette communication intuitive? Qu'est-ce que vous proposez en termes de stage ou de formation par rapport à cet aspect-là? Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu? Oui, alors les formations que je propose ne sont pas spécifiques à une espèce. Il y a une formation de base où en 2 jours ou 3 jours avec avec une journée de pratique accompagnée, on peut donc connaître la base de l'approche intérieure, donc de la communication intuitive. Et puis ensuite, il y a des thèmes différents. Par exemple, on peut travailler sur l'empathie, on peut travailler sur communiquer avec ses propres animaux, ou alors on peut travailler sur un thème lié à une espèce, par exemple communiquer avec les abeilles ou alors avec les chevaux, etc. Et donc, en principe, avec 2 à 3 jours de formation de base, on a les éléments et puis ensuite, il faut les répéter, il faut s'entraîner évidemment. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup et j'aimerais vous laisser un petit peu le mot de la fin. Est-ce que, voilà, à toutes celles et ceux qui vont nous écouter, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre voilà, pour ce mot de la fin avant de vous remercier chaleureusement pour votre disponibilité et tout ce partage? C'est une grande responsabilité. Je voudrais dire que les abeilles, ce sont des animaux emblématiques, comme l'ours blanc, comme l'éléphant, comme le dauphin, etc. Ils font partie de cette espèce de cercle très fermé des grandes vedettes du monde animal. Et malgré cela, ce sont des animaux qui sont encore très maltraités. Donc, chacune, chez soi, peut contribuer à leur protection et à leur survie. Et donc, je vous encourage à réfléchir à ce que vous pouvez faire dans ce domaine. Et puis, pourquoi pas aller voir les apiculteurs autour de chez vous. Il y en a même dans les villes. Il y a des apiculteurs à Paris. Il y a des apiculteurs un peu partout sur la planète. Allez les rencontrer. Vous allez voir, c'est des gens très, très intéressants et passionnés. Bon, un grand merci, Madame Evans, pour ce partage. J'ai le cœur en joie de vous avoir d'avoir partagé avec vous et d'avoir confirmé le projet qui était le mien, qui était vraiment en suspens, mais qui va voir sa concrétisation. Et je suis touché par ce partage. Je vous remercie encore pour votre disponibilité, d'avoir accepté de participer à cet événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je suis sûre que ça va être très riche pour beaucoup de gens d'écouter tout ce que vous avez, toutes les personnes que vous avez enregistrées. Donc, bravo pour cette initiative.
Merci Voilà, encore, Madame Mayans. À très bientôt. Merci. je vous en prie, au revoir.